Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un mandat d'arrêt contre 16 civils a été émis par le procureur général au Soudan. Ils auraient incité à la guerre et commis des crimes contre l'humanité. Les précisions à suivre dès le début de ce journal. La nouvelle constitution, très attendue en Guinée, annoncée d'abord pour le mois de mars, son retard fait craindre une volonté des militaires de se maintenir au pouvoir. En effet, le texte devrait permettre le retour des civils au pouvoir. Explication à suivre par notre correspondant à Conakry. C'est le dernier génocide reconnu du XXe siècle. En 100 jours, au printemps 1994, près d'1 million de Tutsis ont été massacrés dans l'indifférence presque générale au Rwanda. 30 ans après, le journal de l'Afrique vous propose de faire un pas de côté culturel ce vendredi, consacré à cette page sombre de notre histoire. Nous avons l'honneur de recevoir l'immense écrivain, artiste, auteur, acteur, dramaturge rwandais Dorcy Rugamba, rescapé lui-même du génocide. Et nous retrouverons en direct Abdourahmane Waberi depuis Washington et Véronique Tadio depuis Londres. Les deux auteurs ont fait partie de la résidence d'écriture Rwanda, Écrire pour devoir de mémoire en 1998. Ne ratez pas cette page spéciale. Au Soudan, le procureur général a émis des mandats d'arrêt contre 16 civils, des leaders politiques tels que l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok, mais aussi des journalistes et membres éminents de la société civile. Ils auraient incité à la guerre et commis des crimes contre l'humanité. Les précisions de notre correspondant régional, Bastien Renouille. Les civils visés par ces mandats d'arrêt sont tous membres de la coalition Tagadoum. C'est une coalition de partis politiques, de journalistes, d'acteurs de la société civile qui vise à éliminer leurs divisions pour tous se rassembler et trouver une solution à la guerre au Soudan. Alors, que leur reprochent les autorités soudanaises, c'est-à-dire l'armée, puisqu'elle contrôle toutes les institutions à l'heure actuelle, d'avoir commis des crimes contre l'humanité, d'avoir fomenté des complots contre l'État et d'être responsable de la guerre qui a actuellement cours au Soudan depuis le 15 avril dernier. En réalité, ces civils se sont rencontrés et ont organisé une rencontre avec les forces de soutien rapide pour négocier une sortie de crise, pour faire en sorte que les RSF acceptent de négocier avec l'armée. Et cela n'a pas plu du tout au général Bourhan, le chef des forces armées soudanaises. Qui est réellement responsable de la guerre en cours au Soudan? Ce ne sont pas ces 16 civils, ce sont principalement deux généraux, à savoir le général Bourhan, le chef de l'armée, et le général Hemeti, le chef des forces de soutien rapide. C'est le groupe paramilitaire que l'armée affronte à l'heure actuelle dans de nombreuses villes du Soudan. Il faut rappeler qu'en 2019, à la chute d'Omar el-Béchir, ce sont ces deux hommes qui ont pris le pouvoir au Soudan. En 2021, lors du coup d'État qui a mis fin au gouvernement de transition des civils, c'était toujours eux qui étaient derrière ce coup d'État. Et en 2023, le 15 avril, lorsque la guerre a éclaté, c'était encore eux qui s'opposaient dans Khartoum. Donc, qui est responsable réellement de la guerre au Soudan à l'heure actuelle? Ce ne sont pas ces 16 civils, ce sont bien ces deux généraux ainsi que de nombreux responsables militaires de par le Soudan. Les Guinéens sont toujours dans l'attente du projet de la nouvelle constitution, une loi qui devrait permettre le retour des civils au pouvoir fin 2024. Annoncé en mars, son retour, son absence finalement, ce texte attise la suspicion des acteurs sociopolitiques. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Prévu pour septembre 2023, l'avant-projet de la nouvelle constitution guinéenne devrait être rendu public en mars dernier. L'annonce avait été faite en février par Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition, l'organe législatif qui fait office de parlement. Cette annonce avait été saluée par l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Le diplomate américain avait même qualifié l'annonce, je cite, d'une étape importante dans le cheminement de la Guinée vers la démocratie constitutionnelle. Mais à date, les Guinéens sont toujours dans l'attente. Depuis septembre 2021, le CNT nous avait dit que l'avant-projet de constitution allait être présenté aux Guinéens. Je ne vois pas pourquoi on va continuer à perdre le temps. C'est bel et bien possible, en moins de 3 mois, qu'on aille au référendum à travers l'actualisation du fichier de 2020. Et en moins de 6 mois, on peut tenir les élections locales et législatives. Et au 9e mois, c'est-à-dire soit en novembre, au plus tard, aller à l'élection présidentielle. Sur la question, le Conseil national de la transition, qui n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview, a laissé entendre que ce retard est dû à la dissolution du gouvernement en février dernier. A rappeler que ce n'est pas la première fois que le Conseil national de la transition
annonce la publication de l'avant-projet de la nouvelle loi fondamentale guinéenne qui devra permettre le retour des civils au pouvoir. La question qui reste encore sans réponse est de savoir si ce retard va se répercuter sur la date de la fin de la transition prévue pour fin 2024. Brouille diplomatique entre la Somalie et l'Éthiopie. Addis Abeba a ordonné jeudi le départ de l'ambassadeur éthiopien ainsi que la fermeture de 2 de ses consulats. Elle accuse le pays d'interférer dans ses affaires intérieures dans un nouvel épisode de tension entre les 2 voisins de la Corne de l'Afrique. Le Zimbabwe lui annonce une nouvelle monnaie baptisée ZiG et devra remplacer l'actuel dollar zimbabwéen pour lutter contre l'hyperflation et stabiliser l'économie dans un pays qui est en crise, vous le savez, depuis une vingtaine d'années. Place à la page spéciale dans ce journal de l'Afrique consacrée à la commémoration des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Vous le savez, une mort est une tragédie, 1 million de morts, une simple statistique. Pour sortir de cette statistique, nous avons l'honneur de recevoir un grand acteur, auteur, dramaturge, metteur en scène et éditeur, Dorcy Rugamba. Lui aussi a perdu toute sa famille au printemps 94, mais ce soir, ce n'est pas une émission pour les morts, mais pour les vivants. Dorcy Rugamba, merci d'être notre invité. Bienvenue chez vous dans le Journal de l'Afrique. Merci, Fatimata. Alors, on vous invite pour ça, pour ce livre que vous publiez qui s'appelle « Ewa Rwanda ». Je souhaitais qu'on commencions justement cet entretien par une image que je vous demanderai de commenter. C'est cette dernière photo prise le 2 avril 1994. On va voir l'image, on voit l'image. Ouais. Alors, c'est une image qui est revenue en fait longtemps après par des amis qui étaient à la maison le 2 avril. C'était un samedi. Et puis, comme les photos de l'époque, il n'y avait pas du numérique, ils ont dû développer des années beaucoup plus tard et qui nous l'ont envoyé. Et j'ai beaucoup aimé cette photo parce que on voit mon père, ma mère et la Benjamine de la famille, qui était une jeune fille qui avait 7 ans, Ginny. Et alors, elle m'a vraiment beaucoup restauré d'une certaine manière parce qu'ils sont souriants. Et je me suis dit, tiens, c'est comme ça que j'ai envie de parler d'eux. De parler de la vie qui se voit vraiment sur cette photo et pourquoi cette famille était une famille heureuse. Elle n'a pas totalement disparu parce qu'on a réchappé à 4 sur une famille de 10 enfants dont Ginny était la Benjamine. Mais c'est une photo qui me parle beaucoup. Et on comprend néanmoins cette photo, donc vous le disiez bien, c'était la dernière que vous aviez le 7 avril, car le 7 avril, quelques jours plus tard, 94, 20 militaires de la garde présidentielle entrèrent dans votre maison et assassinèrent toute votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, y compris ceux qui étaient là de passage. Vous n'êtes pas là. Comment l'avez-vous appris ? Je l'ai appris de la part d'un jeune frère à moi qui était dans la maison. Donc, en fait, les militaires ont tué 10 personnes et 2 personnes ont réchappé, parmi lesquelles un de mes jeunes frères, blessé, qui nous a appelés. Moi, je me trouvais à Boutaré, chez ma tante, la sœur de mon père. Ouais. Et c'est une information que j'ai vraiment eu du mal à encaisser parce qu'elle arrivait comme ça, subitement, le premier jour. Et donc, c'est 5 jours après cette photo. Et c'est comme ça que cette nouvelle accablante m'est arrivée, m'est tombée dessus. Et alors, vous l'avez dit, vous étiez à l'époque étudiant, vous avez 24 ans, à Boutaré, la 2e ville du pays. Finalement, dans quelles conditions, vous allez avoir la vie sauve ? Je devais revenir sur Kigali. J'étais parti voir ma tante, qui disparaîtra, elle aussi d'ailleurs. Et je devais rentrer le 6 avril. Sauf qu'il était 17h, j'appelle mon père au téléphone qui me dit « Non, les routes ne sont pas sûres, le pays est dangereux. Reste, dors chez ta tante et tu reviendras demain matin. » Et donc je ne pourrais pas revenir et c'est comme ça que nos routes se sont séparées là. Et vous avez pu avoir la vie sauve grâce à des amis et vous êtes parti vers le Burundi. J'aimerais qu'on parle d'eux vivants à présent, de votre famille et en particulier de votre père. Dans ce livre, vous en parlez, c'est extrêmement touchant. Cyprien Rugamba, alias Rwamo, c'est ça, qui signifie un guerrier de la paix, un poète justement étudié de son vivant au Rwanda.
Il est magnifique, votre père, je voulais vous le dire, justement, à travers, et merci de nous le faire connaître. Parlez-nous de lui, justement. Mais je voulais parler d'un père et de la filiation, de ce rapport que l'on a. Et j'étais très heureux, en échangeant avec vous, que vous y ayez vu aussi un petit peu de cette relation paternelle qui peut avoir un père africain. Et je me suis rappelé de lui, en fait, je raconte que quand je retourne chez moi 2 ans après le génocide, tout avait disparu totalement, toute trace de vie, et il ne restait qu'une seule chose, c'était les livres. Ouais. Et je me suis dit, j'ai remarqué en fait, finalement, des années beaucoup plus tard, qu'au fond, la littérature, c'était la relique la plus importante. Parce qu'on rentre dans l'intimité d'une personne. Et alors, moi, je l'appelle mon père et maître, parce qu'il m'a formé aussi. Donc, j'ai une relation filiale avec lui, d'affection, mais aussi de respect, beaucoup. Et je suis devenu artiste, pas nécessairement dans l'idée de suivre sa trace, mais parce que c'était ma destinée. Mais j'ai réalisé finalement qu'il m'avait mis vraiment le pied à l'étrier, très jeune. Et je suis très heureux, c'est un poète de l'amour. J'ai réalisé que finalement... Et vous en publiez des pages magnifiques d'ailleurs, quelques extraits. Quelques extraits. Dans un moment où finalement... dans un moment de burn-out, je dirais, le vide avait fini par m'envelopper. C'est la mort qui vous gagne petit à petit. Et en relisant ces textes, en découvrant que lui-même avait traversé des moments très durs, j'ai eu l'impression qu'il venait me sortir de là. Ouais. Et c'est très beau aussi de voir qu'un père reste un père, même par-delà la mort. Absolument, absolument. Je suis très convaincue par cette phrase. Alors, c'est absolument magnifiquement décrit dans ce livre « Ewe Rwanda ». Restez avec nous, évidemment, Dorcy, parce que la résilience, finalement, c'est dont vous parlez, par la culture et par l'art. Il va être question de cela dans cette émission. Et le continent, justement, africain n'est pas exempt de ça. Et on se rappelle d'une initiative, Fest Africa, en 1998, cofondée par l'écrivain tchadien Noki Diedanoum et l'ivoirienne, justement, Maïmouna Koulibaly, qui embarquèrent à l'époque, on s'en souvient, une dizaine d'écrivains pour une résidence d'écriture qui fera date, d'ailleurs, à Kigali, baptisé Rwanda, écrire pour devoir de mémoire. Et parmi ces écrivains, on a reçu ici l'écrivain sénégalais Boris Boubacar Diop, qui va écrire Mourambi, le livre des ossements, qui est sans doute un des livres les plus forts écrits là-dessus. On l'écoute et on rejoindra nos invités, justement. Il n'y a rien de tel que l'art, la littérature, pour inscrire l'événement dans la durée. Moi, je vais au Rwanda en 98, 4 ans après le génocide, en me demandant si vraiment ça a du sens d'écrire, sur un génocide. Je crois que la fiction rend mieux compte que l'histoire, la sociologie, l'anthropologie. Et que l'œuvre journalistique, évidemment. Ce devoir de mémoire de l'artiste se situe presque dans la lignée de ce que Elie Wiesel a dit par rapport au génocide. Elie Wiesel, qui était prix Nobel de la paix il y a quelques années, il a dit « Un génocide tue 2 fois, la deuxième fois par le silence ». Et donc moi, je m'inscris totalement dans cette démarche en disant qu'il faut parler. Il y a un devoir de parler, de dire des choses, parce que justement, le silence tue. Et c'est une sorte de deuxième affront à la mémoire des victimes. On retrouve en direct une de nos invitées depuis Londres, une autre participante justement de Fest Africa, Véronique Tadio, que vous connaissez forcément, écrivaine ivoirienne. Vous aviez décidé à l'époque, à l'inverse finalement de la fiction de Boris Boubacar Diop, de faire un récit très personnel. Pourquoi ce choix à l'époque ? Oui, eh bien, j'étais extrêmement intimidée par l'ampleur du sujet. Et je voulais vraiment montrer que c'était quelque chose qui se découvrait de manière personnelle, dans le sens qu'il faut d'abord reconnaître toute la souffrance humaine que ce génocide a créée. Et donc, on ne peut le faire que quand on s'implique soi-même. C'est-à-dire, j'ai tout de suite compris que j'étais impliquée moi aussi dans ce qui s'était passé. Et alors, vous avez
tellement bien fait qu'à l'époque, Abdulrahman Waberi, qui lui justement est un écrivain djiboutien qu'on retrouve en direct de Washington, Abdulrahman Waberi, lui, il dit finalement c'est le livre de Véronique Tadjo qu'il aurait dû écrire. Il s'excuse presque d'avoir fait ce livre. Vous dites clairement dans le livre, vous n'auriez pu faire ni un roman, ni raconter une histoire. Pourquoi ? Eh bien, parce que je ne voulais pas jouer... Véronique, on va revenir vers vous. Là, je voulais que... non, je voulais interroger Waberi, parce que c'est Waberi qui dit ça. Lui, il dit qu'il aurait voulu écrire votre livre, d'ailleurs, mais il dit qu'il pouvait faire ni un roman, ni raconter une histoire. Vous êtes à peu près sur la même ligne sur cette question-là. D'accord. Oui, bonjour Fatimata, bonjour Dorcy et aussi Véronique. Je voulais, comme un peu Véronique, ne pas écrire une fiction parce que c'était un peu trop difficile. Alors moi, j'ai écrit plutôt des fragments d'histoire et des textes et presque un cahier, un journal pour marquer d'où j'ai parlé et pour aussi essayer d'ouvrir la focale et presque aussi ramener Bujumbura et les Burundi aussi, parce que témoigner, rendre hommage, faire le deuil des Rwandais me semblait être le geste le plus juste, mais il fallait le faire à partir des écrits presque de cahiers personnels. Alors, j'aimerais vous interroger une question pour tous les deux. D'abord, Waberi, vous dites, l'un des premiers intellectuels d'ailleurs à avoir écrit, c'était Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, dès 23 mai 1994. Lui, il alerte. Il dit « L'Afrique du Sud est notre rêve, le Rwanda notre cauchemar ». Comment, d'abord, justement à Waberi, comment est-ce que vous expliquez la lenteur, pour ne pas dire l'absence justement des intellectuels africains à l'époque, justement? Il n'y a pas que les intellectuels africains. Un génocide est très difficile à appréhender. Beaucoup de gens ont manqué pour témoigner aux Tutsis qui ont été tués ou ceux qui survivaient. Donc que ce soit les intellectuels africains, mais le monde entier, en fait, était manquant. C'est pour ça que notre geste était un geste de solidarité et une première archive pour permettre plus tard à Dorcy, à Beata et à d'autres, à Gaël Faye d'écrire leur travail, enfin leur œuvre. Et nous, on a été juste par solidarité faire la première couche d'encre. Et Véronique Tadjo, justement, vous, au moment où le drame se jouait justement au Rwanda, le monde regardait particulièrement l'Afrique du Sud. On se souvient que Nelson Mandela, justement, prêtait serment, d'ailleurs, comme premier président noir de l'Afrique du Sud. Véronique Tadjo, vous aussi, justement, quel a été votre sentiment vis-à-vis de ça à l'époque? C'était vraiment de la consternation, parce qu'effectivement, on se réjouissait de cette Afrique du Sud qui découvrait sa liberté, enfin, après l'apartheid. Et voilà que le génocide au Rwanda est arrivé. Et donc, ça a été vraiment un grand choc, parce que c'était ce contraste entre la joie que peut donner le continent et la terrible nouvelle d'un génocide. C'est quelque chose qui est presque... on ne peut pas penser à quelque chose de plus extrême qu'un génocide. Absolument. Dorcy, vous, justement, comment vous aviez perçu à l'époque cette initiative de Fest Africa? Évidemment, moi j'ai fait partie de Fest Africa. J'ai été invité par Noki et Maïmouna en faire partie comme acteur. Et j'ai été très heureux de partager les textes qu'ils avaient écrits avec le public rwandais. Et c'est très essentiel ce que dit Waberi, ce que partage Véronique Tadjo aussi, que je salue. Que j'ai continué à avoir en cours de route aussi, parce qu'un événement comme celui-ci frappe de sidération. Et les voix rwandaises n'étaient pas... les gens étaient encore essoufflés, estourbis par ce qui venait d'arriver. Et c'était très heureux de voir des artistes, des écrivains africains venir assez tôt finalement quand on regarde. Oui. C'est 4 ans après. C'est assez tôt. Ils ont permis, avec leurs livres, dont certains sont devenus des classiques, Murambi, c'est un livre incontournable aujourd'hui, oui. L'ombre d'Imana, le livre de Waberi, de prendre cet événement et de créer une conscience continentale et universelle, afin qu'au-delà même du Rwanda, les gens puissent s'approprier ce qui venait d'arriver. Parce que vous dites quelque chose de fondamental, vous dites que le génocide, c'est aussi un récit
Donc ça se combat avec un contre-récit. Totalement. C'est un crime idéologique et qui est précédé à chaque fois d'une vision du monde et des hommes. Donc il y a tout un travail de manipulation des masses qui passe par les mots, par des récits. Et on ne peut le combattre, évidemment, il faut le combattre dans les palais de justice, combattre les hommes en armes. Après, il reste tout le travail de représentation, le travail du récit intellectuel et le travail des écrivains est fondamental là-dessus. Est fondamental. Alors, s'est joint aussi, évidemment, le travail des plasticiens, je tenais quand même à les signaler. Abdoulaye Konaté avec ses œuvres, le maître malien, évidemment, qui a fait une œuvre magnifique, Bosnie, Angola, Rwanda, disponible à présent en Turquie, mais aussi on pense à l'auteur et artiste plasticien d'origine sud-africaine britannique, le plasticien Bruce Clark, un des premiers à s'être rendu sur place. Mais la résilience aujourd'hui, évidemment, au Rwanda, c'est pas que des mots, ça passe aussi par la nouvelle génération. Totalement. Évidemment, on pense à vous, à tout ce que vous faites, la triennale, oui. Voilà, à toutes les œuvres, à la nouvelle génération. Je signale d'ailleurs qu'il y a des spéciales qui ont été concoctées sur France 24, dont vous avez fait partie, et qui seront disponibles sur le site internet de France 24. Évidemment, le temps nous est compté, on est obligé de se quitter. Merci beaucoup Abdourahmane Waberi à Washington. Merci à Véronique Tadio. Merci infiniment à vous, Dorcy Rugamba. Je rappelle votre livre merveilleux. Donc, Hewa, comment on dit ? Hewa Rwanda, qui veut dire l'air. Respirer l'air du Rwanda en Swahili, c'est absolument magnifique. Et je souhaitais qu'on se quitte avec justement un peu de musique de mon ami qui s'en est allé trop jeune, trop tôt, à 27 ans. Il s'appelait Ivan Boravan. Il chante Malaika. Malaika, ça veut dire ange, évidemment. Prix RFI Découverte en 2018. Merci beaucoup. C'est ainsi qu'on ferme cette page.